What is up, family? We have another Patreon request. That's Del Potro. Je le connais. I'm a big tennis fan. Well, I used to be. I used to be a big tennis fan. I used to play a lot of tennis. Pourquoi tu ris? A long time ago, I used to play tennis. I was actually very good. And then I met somebody. I was about 18 years old. I met somebody. And they introduced me to Marlboros. And that was the end of the tennis. That was the end of the tennis career. So anyway, c'est vrai. Bon, il a battu Federer, c'est vrai. Et Nadal, c'est vrai. Mais pas son propre corps. But not his body. Yes, I believe he had lots of injury. He was always prone to injuries. But I mean, so was Nadal, if you think about it. Nadal was just a beast. But my favorite, by the way, my favorite is Nadal. Not Federer. My favorite was Nadal. But anyway, and I'm not a fan of Djokovic. Not a fan. But anyway, this could be interesting. Let's see what you guys got to tell me about Del Potro. Juan Martín Del Potro. Ce joueur qui a marqué l'histoire du tennis et qui a fait vibrer des millions de fans à travers le monde par son jeu ultra puissant, par ses péripéties infernales entre blessures et comebacks invraisemblables, mais aussi par sa sensibilité. Del Potro s'est très vite placé comme un joueur dangereux qui poserait des problèmes aux meilleurs du monde. Mais Del Potro n'est pas du genre à attendre que son tour arrive. Dès lors de l'US Open 2009, alors qu'il n'a que 20 ans, il a lui-même sonné la révolte en mettant fin à la domination Nadal-Federer, en fracassant le premier en demi-finale et en renversant le second en finale pour décrocher son seul et unique titre du Grand Chelem. Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Pour Del Potro, ça va même devenir un véritable cauchemar. Les blessures commencent à s'enchaîner, notamment avec ces fameux poignets qui vont littéralement briser ses rêves de domination. S'ajoute à ça un genou droit qui a dû se faire opérer 3 fois. Oui, Del Potro a été maudit par son corps. Et c'est tout naturellement qu'on se pose la question. Et si Del Potro n'avait jamais ou peu été blessé, jusqu'où serait-il allé? Parce que Del Potro en forme, il nous a montré qu'il était l'un des tout meilleurs du monde en nous livrant des matchs absolument fous, mais il nous a surtout démontré son amour du jeu, sa résilience et sa détermination à toute épreuve en revenant au sommet après toutes ses blessures. Del Potro, c'est aussi un gros paradoxe entre un énorme gabarit, très grand et costaud, surnommé la Tour de Tandil, sa ville natale, et une grande sensibilité qui le rend très attachant. Tout le monde aime Del Potro, ou du moins tout le monde a un respect immense pour son histoire, l'un des joueurs les plus appréciés pour sa gentillesse, son humilité et sa générosité. Alors voici juste pour vous l'histoire de Juan Martín Del Potro. Cool. This could be fun. This could be good. Oh my God. Pour comprendre qui est Juan Martín Del Potro, il faut d'abord plonger dans les racines de Tandil. Cette petite ville paisible d'Argentine située à environ 350 km au sud de Buenos Aires, Tandil c'est la tranquillité, un endroit où tout le monde se connaît, une ville réputée pour ses paysages de collines verdoyantes et ses grandes plaines, où la vie s'écoule lentement, loin du tumulte des grandes villes. Et c'est ici que Juan Martín voit le jour, le 23 septembre 1988, au sein d'une famille modeste. Oh my God. Look at It's funny when you see people, they're babies. Mais unis. Ses parents, Daniel et Patricia, ne sont pas des passionnés de tennis, loin de là. Son papa, Daniel, était vétérinaire, je dis était parce qu'il est décédé, on en reparlera. Il jouait aussi au rugby, à un bon niveau, et maman Patricia est une enseignante de littérature et de langue respectée dans la communauté, et ses parents ont eu un rôle énorme dans sa réussite, lui-même dira « Depuis le début, mon père et ma mère ont tout fait pour que je puisse voyager. Mon père est vétérinaire et ma mère est professeure de littérature et de langue. Ils ont cette culture du travail qui s'est appliquée tout au long de ma carrière. Il y a eu des moments où ils ont eu l'occasion de voyager, et c'est pour cela que ma mère ne voulait pas le faire, pour ne pas rater l'école et arrêter d'enseigner. Donc pas mal de sacrifices faits pour que Juan Martín puisse évoluer très vite, mais avant de parler tennis et de ses débuts, il faut absolument savoir que Juan Martín, c'est un enfant grand et costaud pour son âge, mais malgré cette carrure imposante, il est de nature plutôt réservée, voire timide. Et c'est son caractère sensible qu'il distingue très jeune. C'était pas un enfant qui se mettait en avant ou qui cherchait à impressionner, au contraire, il était d'une grande douceur, proche de sa famille, surtout de sa mère, avec qui il a toujours eu une relation fusionnelle. Et ce caractère, il peut expliquer des scènes qu'on a vues de lui, pleines de sensibilité après des matchs très intenses. Et le tennis, c'est un sport qu'il découvre un peu par hasard, en suivant ses amis au club de Tandil, et au début, c'est surtout un jeu pour lui. Il s'imagine pas un instant qu'il pourrait en faire sa vie. Mais rapidement, quelque chose d'étonnant se passe parce que ce grand garçon timide qui se met jamais en avant, il commence à montrer des signes d'un talent exceptionnel. Au fur et à mesure qu'il tape la balle, ses coups deviennent de plus en plus justes, puissants et précis. Les entraîneurs du club sont les premiers à voir en lui un potentiel énorme. Et ce qui frappe le plus, c'est son
son sérieux, sa capacité à se concentrer pendant des heures sur chaque détail de son jeu. Plus il grandit, plus son amour du tennis devient évident. À 10 ans, il participe déjà à des tournois juniors, et son gabarit et sa puissance lui permettent d'écraser ses adversaires. Mais malgré ses premiers succès, Juan Martín reste fidèle à lui-même. Un garçon humble qui se vante jamais de ses exploits. Ses parents étaient fiers mais n'ont jamais poussé leur fils à faire du tennis une priorité, ils l'ont vraiment laissé évoluer à son rythme, tout en veillant à ce qu'il ne néglige surtout pas ses études. Ses idoles étaient Sampras et Safin, donc la légende discrète et le sanguin, et encore une fois ça illustre le paradoxe d'El Potro, grand, costaud, mais sensible. Et donc c'est aussi à cette époque que Juan Martín commence à développer un autre aspect de sa personnalité qui le suivra tout au long de sa carrière, à savoir son empathie. Il est le premier à aller consoler un adversaire après un match difficile, le premier à encourager un coéquipier, et prenez cette scène à Roland-Garros, où Almagro doit abandonner contre lui, blessé au genou. Almagro est en pleurs et Del Potro va le réconforter très longuement. Cette empathie et ce respect pour l'autre, c'est quelque chose que ses parents lui ont inculqué dès son plus jeune âge. Ce sont ses valeurs, autant que son talent, qui feront de lui un joueur si apprécié sur le circuit. À 13 ans, Juan Martín est déjà une étoile montante en Argentine. Il est repéré par Marcelo Gómez, un entraîneur de tennis très respecté à Tandil, et Gómez voit en Del Potro un diamant brut, un joueur doté d'une puissance naturelle qui rappelle celle de grands champions comme Fernando González. Et donc sous la tutelle de Gómez, Juan Martín commence à travailler sérieusement son jeu. Sa progression est fulgurante. En 2002, à l'âge de 14 ans, il participe à des tournois juniors à travers le monde, où il se mesure aux meilleurs jeunes de son âge. À 15 ans, il remporte son premier titre ITF junior en Uruguay. C'est qu'un début, mais pour Del Potro, c'est une étape cruciale. Mine de rien, il commence à se faire un nom, ce qui attire l'attention des médias argentins qui commencent à parler de lui comme du futur grand espoir du tennis national. Mais pour lui, c'est avant tout une confirmation que son travail commence à porter ses fruits. Pour Del Potro, c'est l'année 2006 qui va marquer un tournant décisif. Il remporte 2 challengers et à seulement 17 ans, Del Potro fait ses débuts sur le circuit professionnel. Figurez-vous que fin 2006, c'est le plus jeune joueur dans le top 100. On l'a dit, sa précocité est telle qu'il joue déjà les plus grands tournois face aux meilleurs du monde. À cet âge, la plupart des jeunes sont encore en train de se former sur le circuit junior, mais lui, il est déjà I didn't know that. I didn't know he started so young. à Roland-Garros en jouant contre Ferrero par exemple, donc l'expérience qu'il se forge est non négligeable. En 2007, il continue sur le circuit en jouant les grands tournois. D'ailleurs, c'est la solution pour prendre du galon, c'est de se frotter à ce qui se fait de mieux, et c'est son cas. Il commence même à jouer les Masters 1000, il bat Kuerten à Indian Wells, il bat Baghdatis et Youzhny à Miami, donc en plus il arrive à rivaliser avec eux. Del Potro, c'est pas du tout une anomalie, parce que sa puissance parle pour lui. Mais en 2007, c'est surtout en Grand Chelem qu'il apprend. À l'Open d'Australie, il perd au deuxième tour contre González. À Roland-Garros, premier tour, défaite contre Nadal. À Wimbledon, deuxième tour, défaite contre Federer. Et à l'US Open, troisième tour, défaite contre Djokovic. Donc Yep. Djokovic loves hard court. Federer loved grass. And of course, Nadal loved clay. So to beat them at their own, I mean, they were tough. I mean, look what he had to grow up and play against. That sucks. I know he beat them, but trust me, he didn't. He lost a lot to them too. là, en termes d'apprentissage, tu peux pas faire beaucoup mieux. Del Potro joue les 3 légendes ultimes, qui jouent déjà un tennis incroyable. Donc il prend note de ce qu'il retire de ses enseignements, appelons ça comme ça, et il a déjà hâte des revanches dans le futur. En 2008, Del Potro connaît sa véritable première explosion. Sur le premier semestre, il reste calme, mais c'est à l'été 2008 qu'il nous fait la prouesse de remporter 4 titres consécutifs. Stuttgart, Kitzbühel, Los Angeles et Washington, je vous donne quelques noms qu'il a écrasés sur ces tournois. Gasquet, Melzer, Fish, Roddick, Isner, Haze, Trocky. Vous l'avez compris, c'est... Isner just never... Feel bad for Isner. He just never became anything. And Roddick. But that's Fish Roddick, not the Roddick I'm thinking of. Succès le propulse parmi les meilleurs du monde. L'US Open arrive, il est tête de série numéro 17 et il a le statut d'outsider. Outsider à juste titre parce qu'il perdra à l'US Open qu'en quart de finale contre Andy Murray. Donc le petit Del Potro de Tandil commence à devenir grand. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa maturité sur le terrain. En 2008, il a 20 ans, mais déjà une capacité incroyable à gérer la pression des grands moments. Il n'est pas du genre à se laisser impressionner par l'envergure des stades ou par la réputation de ses adversaires. Au contraire, lui, il se nourrit de cette atmosphère, de cette adrénaline. Donc il finit 2008 à la 9e place mondiale, mais accrochez-vous bien, parce que ça, c'était juste l'apéro avant 2009.
L'année 2009, c'est l'année où Del Potro marque véritablement l'histoire du tennis. En fait, c'est l'année où il passe de bon joueur à légende en devenir. Il commence fort avec un quart de finale à l'Open d'Australie, défaite contre Federer, et ça va être un peu ça en 2009. Pour sortir Del Potro d'un tournoi, il faut soit être une des légendes ou jouer le tennis de sa vie. Regardez les 5 premiers Masters 1000 de l'année. Il perd que contre des cracks, juste une défaite précoce contre Ljubicic à Monte Carlo 6-4 au 3ème. Sinon, Del Potro ne perd plus contre moins fort que lui. Il perd contre le Big Four, c'est tout. Et encore, parce qu'il bat pour la première fois Nadal à Miami en quart de finale. Donc il arrive à Roland Garros avec beaucoup de confiance et il fait un énorme tournoi. Il bat Liodra, Troicki, Andreev, Tsonga, Robredo. Et première demi-finale en Grand Chelem contre Federer. Del Potro connaît Federer, il l'a joué plusieurs fois, ce qui lui permet d'être plus à l'aise avec sa balle. Et ça nous donne un match énorme. Del Potro fait du Del Potro, ultra agressif au service, en coup droit, et il mène 2-7-1. Ça y est, il le tient. Sauf que Roger sait que Nadal est éliminé cette année, et que c'est l'année ou jamais pour gagner Roland Garros. Donc Roger serre la vis et renverse Del Potro dans un match épique en 3h30. Juan Martin montre au monde entier qu'il n'est plus qu'un simple outsider, et qu'il va finir par faire des grandes choses. Derrière, forcément, déception pour Del Potro, et petit relâchement, deuxième tour à Wimbledon, défaite contre Hewitt, mais il se reprend très vite, il conserve son titre à Washington, 6ème titre déjà à 20 ans, mais il enchaîne à Montréal, où il atteint la finale en battant Nadal en quart de finale, encore une fois, donc il commence vraiment à s'imposer dans le paysage tennistique comme l'un des tout meilleurs. Il perd la finale contre Murray en 3 heures, mais c'est bon, il sent qu'il a plus rien à envier à ces gars-là. Fatigué et gêné à l'épaule, il fait forfait à Cincinnati pour arriver plus frais à l'US Open, et c'est parti. Dernier majeur de l'année, les favoris, on a Federer forcément qui a gagné 5 fois d'affilée le tournoi, Nadal numéro 3 mondial, vainqueur de l'Open d'Australie, Djokovic numéro 4 mondial, et on a un Del Potro outsider, 6ème mondial. Un Del Potro qui commence fort contre Monaco, Melzer, Kollerer et Ferrero en lâchant qu'un set. Il est en quart de finale contre Cilic, mais Del Potro est plus fort. Del Potro c'est un peu la version aboutie de Cilic à ce moment-là. Nouvelle demi-finale en Grand Chelem, cette fois-ci contre Nadal, qui l'a battu 2 fois déjà, et Del Potro livre une performance époustouflante. Il domine le match de bout en bout, il contrôle le jeu et ça va trop vite pour Rafa. Del Potro s'impose en 3-7 secs. C'est une victoire qui marque les esprits parce que battre Nadal en Grand Chelem de cette manière, c'était quasiment jamais arrivé. En finale, Del Potro retrouve Roger Federer qui reste sur 5 victoires d'affilée à l'US Open. Federer, c'est la légende, l'homme des records, celui que tout le monde aime, que tout le monde admire et que tout le monde veut voir gagner. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Sauf que ce soir-là, à New York, Del Potro est sur une autre planète. Hermétique à cette pression de la finale, hermétique à l'enjeu, hermétique au stade qui veut à tout prix voir Roger soulever le titre une 6ème fois consécutive. Le match est fou. Roger il est à la maison, il déroule, sauf que Del Potro trouve la force de lui résister. Roger mène 2-7-1, on a un tie-break au 4ème set, et Del Potro il dit non Roger. Pas une 6ème fois. Del Potro gagne le tie-break ainsi que le 5ème set, il s'impose en 5-7 dans un match qui est considéré comme l'une des plus grandes finales de l'histoire de l'US Open, et cette victoire c'est pas seulement un titre pour Del Potro, c'est une consécration. Il devient le premier joueur à battre Nadal et Federer dans un même tournoi du Grand Chelem, il est venu interrompre la domination des deux légendes en Grand Chelem, et cette victoire le propulse à la 5ème place mondiale, un classement qui reflète pleinement son nouveau statut de star mondial. Et comme si c'était pas assez après son triomphe à New York, Del Potro il continue sur sa lancée, et il atteint la finale du Masters de fin d'année à Londres en battant Verdasco, Federer et Soderling. Il s'incline face à Davydenko en finale, et cette finale c'est la cerise sur le gâteau d'une année exceptionnelle. Une année où il a complètement déjoué les pronostics et où il a forcé son destin. Il finit 5ème mondial, un rang qu'il mérite amplement après ses performances éblouissantes tout au long de l'année. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte des belles histoires de joueurs et de joueuses comme en ce moment et on décrypte l'actualité tennis toute l'année. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait, ça nous aide énormément. A noter qu'en ce moment je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, on vit sur nos propres fonds actuellement, donc on a lancé une campagne de financement participatif. Alors si tu veux nous aider à développer le projet et m'aider à faire ma seconde année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. A noter qu'avec un don de 5 € par mois, tu auras accès à 2 vidéos exclusives qui ne sortent pas sur la chaîne. Les vidéos de juillet étaient sur Gasquet et Paolini, alors si tu veux y avoir accès, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci beaucoup. Eh oui, je pense que vous êtes au courant, Del Potro il a été maudit avec ses poignets, ses genoux et même son corps en général. Prenons peut-être les faits dans l'ordre et ça suit l'année 2009 où il entre dans la légende. En 2010, il arrive à l'Open d'Australie avec un poignet droit douloureux, mais d'où elle vient cette gêne? Eh bah d'une exhibition à Koyong juste avant l'Open d'Australie. Il gagne quand même 3 matchs, il fait 8ème de finale en jouant sous infiltration et il perd contre Cilic en 5-7. Sauf que derrière, c'est une pluie de forfaits pour Del Potro qui ne peut pas jouer. Il déclare forfait partout. Marseille, Dubaï, Indian Wells, Miami, Monte Carlo,
Barcelone, Rome, ça fait un peu penser à Rafa en 2023. Et Del Potro, Ouais. il finit par se faire opérer au poignet droit aux États-Unis en mai 2010. L'opération chirurgicale se passe bien, mais elle nécessite une longue période de repos et de Ouais. rééducation, entre 3 et 6 mois, voire un peu plus. Évidemment, il joue pas Roland Garros, Wimbledon, et il est obligé de faire l'impasse sur l'US Open, donc il peut dire au revoir à ses 2000 points. Résultat, forcément, il chute au classement. Il tente un retour en Asie, en Thaïlande et à Tokyo, un retour soldé par 2 défaites d'entrée. Bref, fin de saison pour Del Potro, complètement détruit par son poignet. Il finit 2010 à la 257e place mondiale. C'est un énorme choc pour lui. Wow. Il venait tout juste de se hisser parmi He was les number meilleurs du monde. 5. Il faisait jeu égal avec Nadal et Federer. Et d'un coup, il doit renoncer à défendre ses chances. Un énorme coup dur pour Del Potro. Mais Wow. le calvaire, il s'arrête pas là. Hein. Ça, c'est le tout début des ennuis dans sa carrière. En 2014, c'est au tour de son poignet gauche de le faire souffrir. Nouvelle blessure et nouvelle opération en mars 2014 qui stoppe sa saison. Une nouvelle absence prolongée de 10 mois. Il revient qu'en janvier 2015. Et à peine un tournoi joué à Sydney qui doit déclarer forfait pour l'Open d'Australie et repasser sur le billard. À ce stade, on va pas se mentir, Del Potro il commence à se demander s'il va pouvoir revenir à son meilleur niveau. Il tente un retour à Miami avec son classement protégé mais défaite d'entrée. Il essaye de se préparer pour la terre battue, mais il peut pas. Forfait à Roland Garros et il annonce qu'il va se refaire opérer une 3e fois au poignet gauche en 15 mois, donc forfait à Wimbledon. Et à chaque fois, il doit repartir de zéro, retrouver la forme, la confiance et surtout se battre contre la douleur. Donc à ce Wow. moment-là, la carrière de Del Potro devient un véritable combat, mais non pas contre Federer, non pas contre Nadal, mais contre lui-même. Et I didn't know it was this bad. I mean, I knew he was, he got hurt a lot. But whew, just like Nadal, always had problems with his knees, but somehow was able to, and his wrists. I mean, his ankles, because look at the way Nadal played. Had he been able to keep his health, his legs especially longer, I think Nadal could have easily won 2 or 3 more Grand Slams easily. son corps. Chaque entraînement Ouais. est un défi. Chaque match terminé est une victoire. Il doit adapter son jeu en permanence pour trouver des solutions pour compenser la faiblesse de ses poignets. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, il Ouais, continue c'est de pas- se battre et de croire en ses retours. Les poignets. Malheureusement, c'est pas tout. Il a eu des alertes par la suite, comme à Shanghai en 2017, où il est tombé sur son poignet gauche en plein match. Donc il a vécu tout le reste de sa carrière avec ses poignets comme étant ses pires ennemis. Il a aussi été très handicapé par son genou dans sa carrière. Il se l'est tordu, il se l'est bloqué et il a été opéré 3 fois au genou. Donc encore des interruptions dans sa carrière. Mais quand on a tout ça en tête, on peut pas Ça, c'est s'empêcher fou. de se demander ce qu'il aurait pu accomplir sans ses blessures. Quelle carrière il aurait eu? Combien de grands chelems il aurait gagné? Avec un physique qu'il aurait pas trahi X fois, à quel point Del Potro aurait été un grand champion? Personnellement, je pense pas qu'il aurait C'est pris dommage. 10 grands chelems non plus. Parce que Djokovic est devenu la légende qui perd Ouais. quasiment jamais. Parce que le Nadal qu'il a réussi à battre en 2009 est devenu beaucoup plus fort dans la décennie 2010. Et parce que Federer, Murray, puis même Ferrer, Nishikori, Dimitrov, Berdych, toute cette génération incroyable lui aurait barré la route quelques fois. Je pense évidemment que Del Potro, sans toutes ses blessures, il aurait pu gagner d'autres grands chelems, un Oh, Wimbledon definitely. ou Oui. un autre US Open, donc je pense qu'il aurait été un peu comme Stan, avec 3 grands chelems. Je pense qu'il aurait pu gagner plus de Masters 1000, évidemment. Un Masters 1000 en carrière, à savoir Indian Wells en 2018, c'est ridicule comparé à son niveau, et même il a fait que 3 autres finales en Masters 1000, comme Stan d'ailleurs, c'est beaucoup trop peu. Bien évidemment, on saura jamais ce qu'aurait fait Del Potro sans tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que Del Potro, il a payé cash l'addition de ses blessures avec un palmarès limité comparé à ce qu'il aurait pu aller chercher. Mais ce que Del Potro aurait eu à coup sûr sans tous ces pépins, c'est la régularité. Parce que regarder son classement à chaque fin d'année à partir de 2009, c'est juste n'importe quoi. Ces classements complètement irréguliers en dents de scie illustrent à merveille sa carrière, avec Wow. ses blessures, mais aussi ses comebacks. Eh, Ce qui rend l'histoire de Del Potro si fascinante, c'est sa capacité à revenir encore et encore, malgré les blessures terribles avec les opérations qu'on vient d'évoquer. Chaque retour a été une nouvelle démonstration de sa force mentale, de son amour pour le tennis et de sa volonté de ne jamais abandonner. Ses comebacks sont légendaires, à commencer par celui de 2011 à 2013. On se rappelle 2010, année quasi blanche, horrible, avec son opération au poignet. En 2011, Del Potro fait un premier retour impressionnant. Il remporte Delray Beach et Estoril, comme s'il avait jamais quitté le circuit. Il fait demi-finale à Indian Wells et à Miami, où il a montré qu'il a rien perdu de sa puissance et de sa détermination. En Grand Chelem, c'est pas terrible, parce que évidemment on a ce souvenir de l'US Open en 2009. Là on se contente d'un petit 8ème de finale à Wimbledon. Il termine l'année 11e mondiale, un exploit énormissime après avoir été absent des cours pendant that's impressive to end 11th after the year he had. quasiment un an.
That's impressive. Le retour se confirme en 2012, où il remporte 4 titres. Marseille, Estoril, Vienne, Ouais. Bâle, mais surtout il nous fait 3 quarts Grand Chelem en perdant contre Federer et Djokovic. Donc on revient un peu à l'époque où il perd que contre eux, ce qui est très bon signe. Et encore, parce qu'aux Jeux Olympiques, il fait un énorme match contre Federer et il bat Djokovic pour avoir la médaille de bronze. Mais en 2013, il atteint l'apogée de son comeback avec, selon moi, son deuxième prime après 2009. Il remporte encore 4 tournois, mais cette fois 4 ATP 500, Rotterdam, Washington, Tokyo et Bâle. Il fait finale à Indian Wells en battant Djokovic qui venait de gagner l'Open d'Australie. Il a zappé Roland Garros à cause de problèmes respiratoires, mais à Wimbledon, on a un Del Potro en feu. Et malgré des gênes à son fameux genou, il arrive en demi-finale du tournoi et il joue Djokovic. On a un match de dingue, un chef-d'œuvre tennistique, et Djokovic est challengé. Il est poussé dans ses retranchements. Malheureusement, Del Potro perd en 5-7, quasiment 5 heures de jeu, mais on a retrouvé le Del Potro de l'US Open 2009, avec un jeu ultra puissant, relâché, avec des coups exceptionnels, des coups droits en bout de course croisés à une vitesse folle, et Novak qualifiera ce match comme le plus beau qu'il ait joué à Wimbledon. 2014-2015, vous vous en souvenez, 3 opérations au poignet gauche, mais un retour incroyable au premier plan en 2016. 2016, année olympique. Alors il débute timidement parce que ça faisait quand même 2 ans d'absence quasiment. Pareil, il zappe Roland Garros pour se préserver pour Wimbledon et les Jeux Olympiques, choix qui a été payant parce que même s'il perd à Wimbledon au 3e tour contre Lucas Pouille, c'est bien à Rio, aux Jeux Olympiques, qui surprend tout le monde. Il a la malchance de tomber sur Djokovic au premier tour, Djokovic ou l'homme qui vient de faire le Grand Chelem sur 2 années, mais il le rebat, comme en 2012 aux Jeux Olympiques dans un gros match. Djokovic est en pleurs parce qu'il lâche la Serbie, Del Potro est en pleurs parce qu'il sait d'où il revient, de quoi il revient, et Del Potro il enchaîne les victoires et il va gagner contre Nadal en demi-finale dans un match encore fou, au tie-break du 3e set. Après avoir battu Nadal et Federer dans un même tournoi du Grand Chelem, il bat Djokovic et Nadal aux Jeux Olympiques. En finale, il s'incline contre Murray dans un énorme combat de plus de 4 heures, mais Del Potro nous montre encore qu'il est immortel. La preuve, il s'arrête pas là. Fin 2016, il joue la Coupe Davis avec l'Argentine et il bat Murray en demi-finale dans un chef-d'œuvre en 5-7. L'Argentine bat la Grande-Bretagne. Par la suite, Del Potro joue à Stockholm et gagne le tournoi. Et ensuite, il joue Marin Cilic en finale de la Coupe Davis contre la Croatie. Et pareil, il le bat dans un gros délire de 5 heures alors qu'il était mené 2-7-0. Del Potro fait gagner la première Coupe Davis à l'Argentine de son histoire. Tous ces matchs-là et ce titre pour Del Potro, c'est le 3e prime de Del Potro. That tells you what he could have been if he never had any injuries. Or severe injuries, because everybody has injuries. But for him to do this with 3 operations on your wrists, imagine if he had 0. That's all I'm saying. Oof, he's beating the big boys too. Et accueilli en héros dans son pays, il devient une véritable icône nationale et on a un des comebacks les plus impressionnants de l'histoire du tennis. Je peux aussi vous parler de 2018 qui est selon moi son 4e et dernier prime en carrière. Alors c'est pas complètement un comeback parce qu'il finit 2017 à la 11e place mondiale avec une demi-finale à l'US Open, mais c'est quand même un gros temps fort dans sa carrière. Il commence tranquillement en remportant Acapulco et Indian Wells, son seul Masters 1000 en carrière avec une finale contre Federer. Federer qui venait de gagner l'Open d'Australie. On a une finale folle qui gagne en sauvant 3 balles de match sur le service de Federer. Énorme sensation, une brique en plus très importante dans son palmarès. Il enchaîne avec une demi-finale à Roland Garros, défaite logique contre Nadal en 3-7. Il enchaîne à Wimbledon avec un quart de finale contre Nadal dans un match tonitruant, exceptionnel. Celui-là, il fallait vraiment le suivre en direct pour ressentir les émotions, c'était extraordinaire. En août, il atteint son meilleur classement en carrière, numéro 3 mondial, et il enchaîne avec une finale à l'US Open contre Djokovic. Juste avant, il avait battu Nadal en demi-finale, Nadal qui avait abandonné à 2-7-0 pour Del Potro. Malheureusement, il perd en finale contre Djokovic, Djokovic qui était sur un gros retour, donc Del Potro rime directement avec comeback. Évidemment, il est connu pour ses blessures, mais les comebacks qu'on vient de voir font de Del Potro un joueur unique dans l'histoire du tennis. Et c'est comme ça qu'ils ont probablement énormément joué sur le fait qu'aujourd'hui, c'est le chouchou. Ouais. Et oui, Del Potro, c'est un joueur qui a su conquérir le cœur des fans, et même des autres joueurs d'ailleurs. Sur le circuit déjà, tout ça se sait, il est énormément apprécié pour plusieurs raisons. Déjà parce que sur le circuit, on a quelques joueurs que globalement personne peut détester, comme mon fils par exemple. Ça s'explique pas vraiment, enfin c'est un caractère, c'est un tempérament particulier. Et Del Potro, il y a son attitude sur le court, il a toujours été respectueux, humble, fair play. Alors on peut toujours ressortir un extrait où il est un peu ronchon, ou alors le fameux match contre Murray, où l'Écossais a accusé Del Potro d'avoir insulté sa mère, mais sinon Delpo il a toujours eu ce calme assez naturel, et cette classe qui font de lui un modèle de professionnalisme. Alors c'est bien connu, personne ne fait réellement l'unanimité, mais on peut dire qu'un grand nombre de personnes l'aiment déjà pour son histoire personnelle. Un parcours semé d'embûches, ses nombreuses blessures, ses comebacks incroyables, tout ça, ça crée une connexion particulière avec le public. Et on s'identifie beaucoup plus facilement à un Del Potro qui se blesse, parce qu'on s'est tous blessés dans nos vies, c'est arrivé à tout le monde, plutôt qu'à un Djokovic qui mange des plantes et qui gagne tout le temps. Donc il y a ce côté rapprochement net. But see, Djokovic wins everything all the time because Nadal
and Federer were, it was time. It was time for them to go by, and Djokovic, and now Djokovic is ready to say goodbye because has he won another Grand Slam I don't think so. It's always the same two. It's Carlos and what's his name? The redhead. He's freaking amazing. So I like Carlos. But I mean, look who you got to play now. It's the new up and coming powerhouses. Just like when Djokovic started to become really good and was able to beat Federer and beat Nadal. They were old and starting to be injured, and so I don't know. I'm not that impressed with. Well, I mean, you got to be impressed. He won. I mean, he's got the most Grand Slams than anybody. But I'm just saying, like, for me, it was like it's the argument of like LeBron is an amazing, got more points, got more this, more that. He's incredible, blah blah blah. But for me, I'm like, yeah, but the league that you're playing in is soft, and I call him LaFlop anyway. It's not LeBron, it's LaFlop. You just put a finger on him and he falls to the ground. Michael Jordan never played that shit. Michael Jordan played against the biggest, strongest, insane defenses and was scoring like a maniac. Versus like New York Knicks, Detroit Pistons. Back then, New York Knicks had nasty defense, and so did Detroit, and so did Boston. I mean, come on, you can't even compare the two. So it's the same thing with Djokovic and like the beginning of Federer and the beginning of Nadal. Like when Nadal became really good, Federer was in his prime. So look at all the battles he had to have to get his Grand Slams. Where Djokovic, when Federer and Nadal were just about finished, who was going to beat Djokovic? Nobody. Absolutely nobody could beat him. So he started racking up the titles. Naturel avec Del Potro qu'on retrouve pas forcément avec les autres. Del D'autant plus qu'il nous a montré qu'il s'est relevé de tout ça, could have done the ce qui en fait same. notre héros ultime. Donc poor plus guy, he globalement, was Del not Potro, healthy, c'est un though. battant, c'est un homme qui a jamais cessé de croire en ses rêves, malgré les épreuves, et ce storytelling, il est méga puissant. Presque aussi puissant, voire autant que l'histoire de Djokovic qui a vécu sous les bombes de Belgrade et qui a rejoint Nadal et Federer au sommet avant de les dépasser. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur Djokovic, il y a une petite vidéo qui retrace toute son histoire juste ici. Cette résilience... Do I want? Maybe I'd watch the Djokovic video. I'd like to see a Nadal and a Federer video, but Et cette capacité à revenir après chaque chute, forcément ça touche Del tous ceux qui Potro, le suivent. he- Et on yeah, le he voit was aussi quand on regarde le circuit, mais aussi les interviews et les interactions qu'il peut avoir. Del Potro, ça se voit, il est authentique, il est accessible, il a l'air généreux. Alors je le connais pas, mais c'est un peu tout ça qui dégage. Et certains ont pu aimer Del Potro aussi pour son jeu, qu'on a un peu évoqué, mais un jeu qui est tout en puissance, avec un Et service il tonitruant, dégage. un coup droit brutal, l'un des plus gros coups droits du 21e siècle, sans hésiter. Un revers moins performant, mais qu'il a énormément travaillé, et un slice qu'il a dû beaucoup utiliser à cause de ses poignets défaillants. Parce que la solution, c'était bien évidemment de slicer, pour éviter de trop ressentir la douleur à son poignet gauche. Donc Del Potro, il a su adapter son jeu à son physique. Un gros gabarit, donc des déplacements pas optimales, donc il laisse pas de temps à ses adversaires pour le bouger. Forcément, les Federer, Nadal, Djokovic ont un respect immense pour Del Potro. Parce que Rafa, il sait mieux que personne ce que ça fait de se blesser et l'effort mental qu'il faut pour revenir au sommet. Parce que Ouais. Federer sait à quel point Del Potro a joué un grand tennis. Del Potro qui l'a battu à l'US Open en 2009 et en 2017. Parce que Djokovic, pareil, connaît la puissance de la balle de Del Potro qui est unique au monde et qui lui a joué des tours plus d'une fois aux Jeux Olympiques. Et je dirais qu'il y a presque un vrai lien de camaraderie entre lui et les autres grands noms du tennis, ce qui est assez rare à ce niveau de compétition. Ouais. A good video. Quand on parle de Del Potro, on peut pas ne pas évoquer ses matchs légendaires. J'en ai déjà abordé un grand nombre quand je suis revenu sur ses comebacks. Alors attention, si vous avez pas vu les matchs que je vais vous citer, allez vraiment les voir immédiatement après la vidéo, parce que vous comprendrez encore mieux son jeu et sa générosité. Miami 2009, quart de finale contre Nadal. Roland Garros 2009, demi-finale contre Federer. US Open 2009, demi-finale contre Nadal et finale contre Federer. Jeux Olympiques 2012, demi-finale contre Federer. Indian Wells 2013, demi-finale contre Djokovic. Oui, See, it's always against the same players because no one could beat these players. So you always, if you were the top of the world, guess what? You were playing these guys all the time because no one could stop them. You knew, like, you looked on one side, Federer's going to be in the finals. Nadal's going to meet him in the finals. Oh, look at this. You got Nadal and Djokovic. We all know who's going to be in the finals.
It was always like that. Wimbledon 2013, demi-finale contre Djokovic. Shanghai 2013, finale contre Djokovic. Jeux Olympiques 2016, premier tour contre No one ever won. Djokovic. Demi-finale contre Nadal et finale contre Murray. Coupe No, no, Murray. You barely ever heard of Murray. Davis 2016, Well, demi-finale Murray was contre there. Murray et finale contre Cilic. US Open 2017, huitième de finale contre Thiem. Wimbledon 2018, quart de finale contre Nadal. Et Rome 2019, quart de finale contre Djokovic. Donc voilà, vous avez avec cette liste non exhaustive quelques matchs où Del Potro a été énormissime. Et vous voyez que j'ai cité des matchs uniquement contre le Big Four parce que Del Potro, il avait cette faculté à avoir quelque chose en plus quand il les jouait. Cette flamme en lui qui fait qu'il avait 5 ou 10% en plus de d'habitude. Alors on a juste le match contre Thiem à l'US Open hors Big Four. Un match complètement fou parce que Del Potro était malade, il avait de la fièvre, il était mené 2-7 à 0 à 2 doigts de l'abandon et il a trouvé les ressources, il est revenu dans le match, il était breaké dans le 4ème set, il sauve des balles de match, il sort un tie-break monumental au 4ème set et il finit par gagner dans une folie que le court, le Grand Stand à New York avait rarement connu. Et Del Potro, Wow. il a quand même souvent perdu dans ses gros matchs. À Roland Garros contre Federer, à Wimbledon contre Djokovic en 2013, là on parle quand même de matchs de légende qui font basculer une carrière. Mais l'issue a souvent joué en sa défaveur. Sauf que Del Potro, il fait partie des joueurs qui ont plus que bousculé les trois dingues, et on peut déjà le remercier pour ça. Le fait d'avoir pimenté cette ère où finalement on avait les mêmes joueurs qui gagnaient les mêmes tournois année après année. Bah lui, il Which got to be a little boring, to be honest. est venu et il les a regardés dans les yeux à chaque fois, sans trembler devant le coup droit de Nadal qui pourtant le pilonnait sur son revers, sans trembler devant la cadence folle qu'imposait Roger, et sans trembler devant l'ogre Djokovic et sa solidité sans faille, sauf que comme pour tout le monde, ça a fini par caler pour Del Potro. Ouais. Of course. Eh oui, toute bonne chose a une fin, et malheureusement la carrière de Del Potro se termine pas comme il l'aurait espéré. Après tant de travail, de combat, de comeback, son corps a dit stop définitivement. Je vous ai parlé de son genou droit qui a grincé en 2019, avec une fracture de la rotule, il a subi une opération au genou, et c'est à partir de là que ça a commencé à dégringoler. C'est devenu un cercle vicieux, un cercle infernal, nouvelle opération début 2020, et on comprend que Del Potro n'a plus des années de circuit devant lui, et pire, que ça pourrait être la fin. Il a avoué avoir eu du mal à monter les escaliers à ce moment-là, donc ça commence à être très chaud. Il a essayé de revenir à l'entraînement en août 2020, mais il a dû se refaire opérer, donc catastrophe. Il est allé en Suisse avec le docteur qui s'est occupé des genoux de Federer et de Wawrinka, mais bon pareil, il a pas réussi à faire de miracle. Et c'est en février 2022, à Buenos Aires, chez lui, que Del Potro a voulu faire ses derniers adieux, parce qu'il s'est rendu compte que ça y est, c'est terminé, c'est plus possible. Donc Ouais. il a voulu faire ça devant son public. Il joue contre Del Bonis, un autre Argentin, et c'est un match chargé d'émotions. Del Potro entre sur le court sous les ovations de la foule, mais il est plus le joueur qu'il a été, on le voit très très vite. Il s'incline en 2-7, mais le résultat importe peu finalement. Ce qui compte c'est l'adieu, la reconnaissance du public pour tout ce qu'il a accompli. Mais on a une fin qui est chaotique pour Del Potro parce qu'elle est aussi marquée par des moments difficiles hors du court. Il y a eu le décès de son père, qui l'a peiné évidemment, sauf que son père c'est celui qui gérait ses finances. Et malheureusement il a découvert que papa, il a pas eu le nez fin, parce qu'il a investi dans des traquenards et qu'il a fait perdre 90% de la fortune de Del Potro. Wow. Holy shit. Wow. Ça, c'est horrible. Ça, c'est terrible. Jamais, jamais, jamais laisse la famille avec tes, avec ta, what's the, I need, I mean, les sous, l'argent, mais I'm looking for like a good expression of money. Over here we have about 100 different expressions you could say for money. But anyway, that is terrible. Never let ever let your parents manage your money ever. You know how many Hollywood stars, the kids, they're finally like 21 or 18 or what? I think it's 18. Once they hit 18, it's like, oh, all right, I can finally spend my money. What you mean I ain't got no money? What I made 30 million. Why did I only see 3 million in the bank? What happened? Yeah, but seriously, he was old. He was old enough here at this age. How could he have not seen the finances way before this? He trusted his father that much? That's terrible. You only found out after your father died?
On parle d'un investissement dans des plantations de soja. Apparemment, il aurait loué 9000 hectares avec le matériel, sauf qu'il y connaissait rien et qu'il a fini par être endetté. Il aurait aussi engagé des détectives privés pour surveiller les compagnes de son fils, pour s'assurer qu'elles profitent pas de lui, donc le gros dingue. Et au total, on parlerait d'une perte de 30 millions de dollars. Donc ça le laisse dans une situation financière un peu plus Oh my délicate à laquelle il s'attendait. God. Après avoir accumulé beaucoup d'argent, il se retrouve à devoir gérer tous ses problèmes tout en faisant le deuil de sa carrière et de son père. C'est une période sombre pour lui, mais Del Voilà. Potro reste fidèle à lui-même, digne et discret. Ça, c'est horrible. Ça, c'est tellement horrible. Ça, c'est... Oh là là. Très triste. Le mot de la fin, on peut que remercier Del Potro pour la carrière, pour les Wow. moments absolument dingues qu'il nous a offerts, pour les émotions, parce que Del Potro c'est un joueur qui fonctionne énormément What a aux guy. émotions. What a Il fait guy. partie des joueurs qui montrent réellement ce qu'ils ressentent. On l'a vu rire sur le court, il a pleuré, il s'est énervé, et mine de rien ça a fait un bien fou au circuit. À l'heure où les émotions étaient invisibles avec des cyborgs comme Federer et Nadal, Djokovic un peu moins quand même, mais à une ère où en gros c'était à celui qui gardait le plus son sang-froid qui gagnait. Lui nous a permis de vivre des émotions, et je pense que beaucoup de fans ont pu s'identifier à Juan Martin. Évidemment il nous a montré ce que c'est de se battre, de ne jamais abandonner. Sa carrière c'est un exemple ultime de résilience, de courage, de passion, et Del Potro c'est pas le plus grand de sa génération, mais c'est un de ceux qui dépasse le plus le tennis, parce qu'il a donné une leçon de vie au monde entier. Il a montré que même quand tout va contre lui, c'est possible de forcer son destin, de se relever et de regagner. Del Potro, c'est un exemple de motivation pour toutes les personnes qui vivent des moments compliqués. Alors si vous en faites partie, dites-vous bien que Del Potro était fini, au fond du trou, plusieurs fois, et que malgré ça, il a trouvé les ressources pour se relever. Donc merci pour la leçon, merci. Shut up. That's how you should treat life. If you feel like shit and you're down, depressed, that's how you feel. That's how you should feel like that about life. Instead of life being a tournament or a tennis game, or you just say, you know what, life, I'm coming for you, and I'm gonna beat you. I'm gonna win, life. You're not gonna beat me down. Same thing, same attitude. Merci pour ces moments inoubliables et la carrière inspirante. Je pense honnêtement qu'on n'oubliera jamais Del Potro. En tout cas, c'était son histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Par le biais de Del Potro, on a beaucoup parlé de Federer, la légende. Alors si vous voulez découvrir toute son histoire, The chiant Federer. n'hésitez surtout pas à aller faire un petit He was so good. You know what blew my mind with Federer? He looked like he was just gliding left and right. Gliding. Like Nadal, you saw him run his ass off to get a ball. Where Federer was just like from left to right. Like, dude, you either got 10-foot strides or you look like you're not even running. And he just had the perfect form, the perfect balance. Just everything was just mechanically perfect with Federer. It really was. I have to admit it. Even though I didn't like him. He was a pain in the ass because he was making things rough for Nadal. So he made Nadal. But you know what? Nadal has more wins than him. But in the beginning, oh man, I was like, oh, we got to play Federer. So anyway, this guy, if he had stayed healthy, who the hell knows? tour. Et nous, on se retrouve très bientôt Who pour une knows? nouvelle histoire. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Well, I mean, there you go. Some good information. I don't know if you guys are into tennis. Some people. So, tennis, I'm not going to lie to you guys. Tennis for me gets boring very fast when both players or even one player has an amazing serve. And it's just like ace, fault of the other player. So that, they didn't get aced, but they just hit the ball, like barely touch it. And then the whole match is like that. And then the other guy's got to bust his ass to win every point, which used to be Nadal. That's why I respected Nadal. Nadal never had a good ace. He never had a big serve, but he could return and get to that ball. And he had the heart of a tiger, and Federer also had an amazing serve, which a lot of times got him out of trouble. And Nadal never really had that. So I was always for the underdog. You know what I mean? I was sick and tired of Federer just winning everything. So I just became a Nadal fan because I preferred Nadal's grit
and what he had to do to win his matches. How many times I've seen that guy down 2 sets to nothing, or 3 sets to 1 set, um, against an incredible servers, and somehow came back and won those matches. Like, it was just crazy. It's just amazing. Where Federer was never really down 3 sets to, or 2 sets to nothing. Like, it was rarely happened with Federer. He's the one who's usually 2 sets up. But anyway, tennis is an interesting sport, but I think with technology of the rackets, the graphite, the tennis balls, it's just becoming crazy now. Where you get serves at 120 miles an hour is like no big deal now. Now they're like 100. Was that 142-mile serve? And I'm thinking, how in the hell do you return a 142-mile-an-hour serve? That's crazy. But Carlos is still good. He's what is the other guy's name? He's also amazing. Anyway, they're going to be the next two to watch for a long time. Take care. Peace out. A la prochaine.